Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la data virtualisation. On va commencer, je pense. On va pas spécialement attendre plus longtemps. Tac, ok. Alors, pour commencer, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Adonis Harouk, je suis consultant à Kirus et j'y travaille en tant que data engineer sur les domaines de big data et cloud. Et bonjour, Vincent Fage de PDDodo. Je suis responsable du product management pour Denodo pour l'Europe et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Denis, je te laisse continuer probablement. Ouais, ça marche. Alors, pour commencer, pour présenter très rapidement Kirus. Kirus, c'est une entreprise française et multinationale qui est présente sur environ 20 pays sur 4 continents. On est spécialisé en gros sur 3 axes, à savoir tout d'abord le management et la transformation, où on va chercher à accélérer la prise en main du digital. La data intelligence, où on va chercher à maîtriser son patrimoine de données, valoriser la donnée et augmenter ses performances. Et enfin, l'expérience digitale, où on va aider des entreprises à apprendre à développer leur partie digitale dans une société évidemment où on est en plein dans l'ère du digital. Et ici, du coup, on a une petite liste de partenaires qui nous accompagnent justement sur la mise en place de solutions sur ces 3 axes. Ok. Alors, donc pour entrer un peu déjà dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord commencer par vous présenter en quelque sorte les problématiques que l'on a aujourd'hui par rapport à l'accès aux données. Donc moi, en tant que data ingénieur, tout d'abord, donc mon job, c'est en gros de mettre en place le cycle de données, le cycle de vie de la donnée, à savoir de sa récupération jusqu'à sa publication, l'utilisation par des utilisateurs tiers. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très simplement, c'est un schéma d'une architecture, on va dire data d'aujourd'hui, qui est relativement simplifié, pour justement vous montrer un peu les différentes problématiques qu'on peut avoir. Alors, tout d'abord, donc évidemment, à la base de tout schéma d'architecture de data, on a évidemment les sources de données. Donc, les sources de données, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lesquels on n'a pas spécialement de problème au niveau de la récupération, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a évidemment ensuite donc tout ce qui va concerner l'ingestion de ces données des data sources, donc avec tout ce qui va être des outils ETL, du batch, du streaming, etc., etc. Et ensuite, en fonction des données que l'on a récupérées, on va déjà pouvoir se scinder en 2 grandes parties. Donc, on a d'un côté les données structurées, de l'autre les données non structurées. Dans le premier cas, on aurait du coup des data warehouse. Dans le deuxième cas, on serait plutôt en présence d'un data lake. Alors évidemment, on pourrait imaginer encore d'autres types de bases de données, hein, par exemple des logical data warehouse du côté données structurées, etc., etc., etc. Mais voilà, comme c'est simplifié, je vais pas mettre trop d'exemples de bases de données. Et du coup, à la fin, idéalement, ce qu'on veut faire à partir de ces données-là, c'est qu'on veut avoir de l'insight sur nos données. On va avoir des informations sur nos données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la data visualisation, du reporting, de la data science, etc., etc. Alors maintenant, le problème qui va effectivement se poser ici, avec tout ça, c'est que la première chose qu'on peut observer, en revenant un peu en arrière, c'est-à-dire au niveau de la structure de données, des données structurées et des données non structurées, on peut voir que en fait, on a ici 2 blocs qui sont bien distincts et que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du coup d'un côté les données structurées, d'un autre côté les données non structurées, et que la communication entre ces 2 types de bases, c'est quelque chose de problématique aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment pouvoir facilement comparer nos données structurées à nos données, à nos données non structurées. On ne va pas pouvoir les utiliser entre elles, on ne va pas pouvoir appliquer des règles entre elles. Et du coup, une des problématiques qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement qu'on va chercher à vouloir accéder à toutes ces données en une seule vue. C'est quelque chose d'important, surtout dans l'ère du big data, où au fil des années, on a notre patrimoine de données généralement qui s'agrandit. On a des data sources qui se rajoutent, on a des data warehouses et des data lakes du coup qui se remplissent au fur et à mesure. Donc on commence à avoir énormément de données et il faut du coup un moyen d'accéder facilement à ces données-là qui soit précis et accessible à tous. Évidemment, cette technologie-là, idéalement, il faut aussi qu'elle soit capable de pouvoir update les données en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de retourner dans notre data warehouse, retourner dans notre data lake, etc., pour pouvoir update la donnée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cette vue, il faudrait pouvoir update nos données. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir publier ces données quelque part, justement pour faire de la data vis, de la data science, du reporting, etc. Donc cet outil, évidemment, c'était un peu un point d'interrogation jusqu'à maintenant. On faisait toujours avec, mais enfin, disons qu'on avait toujours des manières de faire. Mais heureusement, aujourd'hui, on a des solutions qui commencent à régler efficacement ces problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de data virtualisation, plus précisément de Denodo. Et qui de mieux, du coup, pour vous parler de ça que Vincent, qui est ici présent à mes côtés. Je te laisse la parole, Vincent. Merci Adonis et merci pour cette introduction. Donc, avant de commencer de parler de data virtualisation, je vais vous présenter rapidement Denodo. Donc, tout d'abord, Denodo, en fait, on n'est pas tout jeune, on est une start-up qui a plus de 20 ans. On est à l'origine une société espagnole. On a été fondé par deux professeurs de l'Université de la Corogne. Et en fait, depuis les années 2000, ils avaient posé les bases de ce qu'est aujourd'hui la virtualisation de données. Et donc, aujourd'hui, Denodo, c'est plus de 450 collaborateurs dans le monde. On a plus de 850 clients, que des grands comptes. Et la raison pour laquelle on a que des grands comptes, c'est qu'en fait, on a vocation à évoluer dans des environnements complexes, notamment autour de sources de données. L'intérêt, la valeur de la data virtualisation apparaît essentiellement lorsque on traite avec des architectures très complexes. Donc, je passe rapidement. Et donc, aujourd'hui, le siège de Denodo est en Californie, à Palo Alto. En fait, depuis 2006, on est installé aux États-Unis et on a vu une très, très forte croissance sur le marché américain. Et depuis quelques années, on voit beaucoup, beaucoup d'intérêt en Europe et notamment en France. Donc, qu'est-ce qu'on constate chez nos clients? Aujourd'hui, comme le disait Adonis, c'est que on voit un écosystème data qui est de plus en plus compliqué. Et il est de plus en plus compliqué sous plusieurs axes. Le premier, c'est sous le volume de données qu'on doit gérer. On est de plus en plus producteur de données. On produit de plus en plus de données, que ce soit sur nos interactions commerciales, au travers des réseaux sociaux, des objets connectés et même des systèmes qui proposent de plus en plus de données. Et ça, c'est un axe, c'est l'axe volume. Il y a un autre axe qui est notamment sur la partie format des données. On a des données qui sont de différents formats, sous différents standards, persistées et gérées sous différentes technologies. Donc, on va parler de différents modes d'accès à la donnée. Et enfin, on a des données qui sont traitées, stockées dans différents environnements, que ce soit on-premise, dans le cloud, dans plusieurs clouds, dans des applications SaaS. Et donc, cette complexité en 3 dimensions autour de la gestion de la donnée pose de gros problèmes pour les organisations. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les métiers, eux, sentent que on est assis sur une mine d'or, il y a une aiguille dans ce botte de foin, il y a un diamant à trouver, et donc les métiers, eux, ont besoin de créer des nouveaux services, d'avoir une vision transverse
d'avoir une vision transverse sur leurs sources de données, sur leurs produits, et donc ils voudraient pouvoir accéder à ces différentes sources. Et en fait, la réalité, c'est que ils ont à se confronter à des architectures complexes avec des bases de données dans des bases relationnelles, dans des data lakes, beaucoup de données aussi dans des fichiers PDF, dans le cloud, des données non structurées. Et donc ça, c'est la réalité de ce à quoi les métiers sont confrontés et ce que l'IT doit gérer. Et en fait, l'objectif, c'est finalement d'évoluer dans notre analyse de données et de pouvoir euh, gagner en valeur en fonction des différents modes d'analyse qu'on fait. Donc, initialement, on avait tendance à faire de l'analyse qu'on appelait descriptive, où finalement, comment ça s'appelle on avait des systèmes, des ERP, on mettait en place des systèmes de reporting pour comprendre ce qui se passait, quels étaient les chiffres. Et puis ensuite, on a mis en place des data warehouse, on a mis en place du master data management pour pouvoir faire des diagnostics, pour rationaliser un petit peu les analyses. Et puis les organisations qui ont commencé à investir dans des data lakes, à faire du big data, pour pouvoir commencer à mettre en place des analyses avancées, faire du prédictif, analytique, se sont organisées. Et puis lorsqu'on commence à pouvoir évoluer et faire de la prescription, donc être capable de donner des recommandations sur des actions à prendre pour obtenir des résultats souhaités. Là, ce sont des organisations qui ont massivement investi dans des data lakes, dans des architectures big data, et ça commence à être très très compliqué pour eux à gérer toutes ces infrastructures et de donner un accès à cette donnée qui peut se retrouver partout. Et donc, on voit bien que finalement, cette courbe d'accélération de la productivité autour de l'exploitation de la donnée, il y a un gouffre à franchir. Et ce gouffre, c'est l'accès à la donnée et c'est la capacité à utiliser de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, de processing big data et de virtualisation de données. Donc, qu'est-ce que la virtualisation de données et qu'est-ce que Denodo apporte? Donc, d'abord, notre vocation, c'est de pouvoir permettre à nos clients de traiter et de gérer tout type de données, que ce soit des fichiers plats, du NoSQL, des bases de données relationnelles, des applications SaaS, et de pouvoir donner un accès à ces données où qu'elles soient. Et quand on voit la définition de ce qu'est la virtualisation de données et ce que les analystes recommandent, c'est que, comme je le disais, initialement, on avait des analyses fragmentées, et puis ensuite, dans les années 80-90, on a créé des data warehouses qui ont grossi. Et puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des objets connectés, du cloud, on a vu qu'on avait besoin de trouver d'autres technologies pour gérer et traiter ces données. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans le monde du data lake où on est en mesure de stocker de gros volumes de données à bas coût, de processer de la donnée en parallèle et en masse. Mais on voit que c'est pas suffisant et que finalement, entre le moment où on injecte notre donnée dans un data lake et le moment où elle est réellement exploitable et consommable, on sait qu'elle a été dupliquée, transformée au moins 5 fois et parfois la donnée est plus suffisamment fraîche pour être exploitable. Et donc, les analystes recommandent d'avoir une approche avec des architectures logiques, donc d'être en mesure finalement de garder les infrastructures de traitement qu'on a déjà dans les organisations, de les faire évoluer et de présenter une architecture logique pour livrer cette donnée. Et donc, cette architecture logique consiste à finalement mettre une couche d'accès, de virtualisation de données entre les systèmes de traitement et les consommateurs. Donc, c'est exactement là où Denodo se positionne, c'est-à-dire que Denodo va permettre de décorréler les systèmes de stockage et de traitement des données, que ce soit le data lake, le data warehouse, le MDM ou différentes operations data store, et de présenter ces données aux consommateurs
autre affaire d'interface harmonisée, que ce soit via des requêtes SQL ad hoc, via des data services, via des API ou via des, euh, des outils d'introspection des sources de données. Et donc, en fait, quand je disais tout à l'heure, nos clients sont tous des grands comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, les infrastructures IT de nos clients, ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on a le data warehouse, la base de données relationnelle, des applications SaaS, on est client Salesforce, on est client Workday, on a du Spark, on a même du Kafka dans nos infrastructures. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les métiers, eux, se posent la question de bah, quel est mon niveau de qualité de données. Donc, généralement, comme disait Adonis, se connecter, c'est pas un problème de se connecter aux sources. Donc, tous les outils ont des connecteurs et on commence à se connecter avec des outils de data quality pour commencer à transformer nos données, créer des jeux de données propres qu'on va à nouveau persister dans un nouveau système de stockage pour que les data scientists, eux, puissent arriver avec leur notebook préféré, avec leurs outils de création de modèles, donc qu'ils fassent du Python, du R, et puis là, à nouveau, ils vont se connecter aux données propres et puis aux données brutes. Ça commence à poser des problèmes de gouvernance, de sécurité, d'accès à la donnée. On a du mal à tracer qui accède à quelles données. Et puis, une fois qu'ils ont créé leur modèle, il va falloir les entraîner, ces modèles. Il va falloir pouvoir alimenter des plateformes de machine learning, d'intelligence artificielle. Et donc, à nouveau, on va remettre de la connectivité en place. Il va falloir le productiser. Et puis, les résultats obtenus par ces traitements, il va falloir à nouveau les partager, les persister ailleurs. Et puis, on va avoir les métiers qui vont devoir créer des tableaux de bord pour les décideurs, pour pouvoir visualiser ces données et avoir des dashboards en temps réel. Et finalement, on finit avec une architecture, un système d'intégration classique qu'on retrouve dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est un schéma d'architecture classique. C'est ce qu'on va faire avec des projets d'intégration. Et on voit très bien que dès que l'IT va vouloir décommissionner une base de données, on veut décommissionner du Oracle pour passer sur du Postgre, on veut transférer, on a décidé de passer dans le cloud une partie de nos données ou d'uploader une partie de notre data warehouse dans le cloud chez un provider, que ce soit AWS ou GCP ou Azure. Et ben on va pas pouvoir le faire aussi facilement parce que instantanément les métiers vont nous dire bah, vous impactez 10 plus de nos applications, on a 200 plus utilisateurs qui sont impactés. Donc il va falloir rentrer dans des projets compliqués avec la gestion du risque, des tests de non-régression. Et puis inversement, quand les métiers, eux, vont vouloir exploiter de nouvelles sources de données, il va falloir qu'ils se rapprochent de l'IT, qu'ils demandent un accès, qu'on rentre dans un tunnel de production et que entre le moment où les métiers avaient besoin de la donnée et le moment où on leur livre vraiment la donnée, c'est peut-être déjà trop tard. Donc c'est pour ça que si on avait une technologie, une plateforme qui nous permettrait d'accéder à la donnée, de gérer de façon centralisée la sécurité, de mettre en place des règles de gouvernance, de gérer que des métadonnées et de créer un modèle de données virtuelles avec des vues métiers, ce serait idéal. Et c'est ce que propose Denodo. En fait, Denodo, c'est un outil de fédération, de transformation, d'abstraction des sources de données dans lequel on va pouvoir construire des vues métiers sur des données et des sources hétérogènes. Et Denodo, c'est pas un outil de fédération qui va ramener toutes les données et faire un traitement en mémoire, mais c'est un outil qui va optimiser les requêtes dans les différentes sources. Et donc, en fait, on est une sorte de base de données moderne, sans stockage. Notre stockage, ce sont nos sources. Et une base de données, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un moteur d'exécution et de requêtes qui va réécrire les requêtes, qui va mettre en place des plans d'exécution, qui va mettre en place des calculs d'optimisation des sources, qui va pouvoir activer de la mise en cache de certaines données si c'est des données qui bougent peu, activer du machine parallel processing sur un cluster Hadoop, de gérer de façon centralisée la sécurité de l'accès à cette donnée et d'exposer ces données au travers d'une interface requêtable SQL ad hoc, donc au travers de connecteurs JDBC ODBC, au travers de connecteurs natifs dans des outils BI tels que Power BI, Tableau, Business Object.
d'exposer aussi la donnée au travers de data services, au travers d'interfaces de web services, des interfaces REST JSON, en quelques clics, et au travers d'une interface utilisateur pour les métiers, pour les data scientists, pour les business analysts, au travers d'un data catalogue opérationnel qui va documenter le modèle de données qui est à disposition. Et donc, ceci sans transiger sur la performance. Donc, en parlant de performance, je disais, Denodo, c'est un moteur d'optimisation des requêtes. Donc, sur un aspect plus technique, si on prend un exemple, par exemple, d'une vue où on aurait un data warehouse dans lequel on aurait nos ventes courantes, notre référentiel client, et puis on aurait offloadé sur un cluster Hadoop, par exemple, l'historique de nos ventes. Et si on veut faire une agrégation et une moyenne des ventes par client, un outil de fédération et d'agrégation standard, qu'est-ce qu'il ferait? Il lancerait 2 requêtes, une sur Data Warehouse où il ramènerait l'historique, toutes les ventes plus tous les clients, et donc on lancerait une requête avec qui ramènerait 293 millions de lignes dans cet exemple. Et puis, l'historique des ventes, c'est 300 millions de lignes qui seraient sur un cluster Hadoop. L'outil de fédération, l'IA, ramènerait toutes ces données, donc 593 millions de lignes, et ferait l'agrégation en mémoire pour donner un résultat. Le problème, c'est que ça a un coût en termes de bande passante, en termes de temps de processing, et même en termes d'extraction de la donnée, parce que si on a des données qui sont dans le cloud, les cloud service providers, finalement, facture à l'extraction de la donnée. Ce que fait Denodo, c'est que Denodo va déjà appliquer des fonctions de réécriture des requêtes et, connaissant la source, va pouvoir déléguer une partie de l'agrégation. Donc, on va pouvoir déléguer l'agrégation au data warehouse, et puis Denodo va ramener un résultat intermédiaire. On va voir qu'il y a des opportunités d'optimiser encore la requête et notamment de transférer le résultat intermédiaire sur le cluster Hadoop pour à nouveau déléguer le reste de l'agrégation sur l'historique des ventes. Et en même temps, d'activer le machine parallel processing qui est supporté par ce cluster Hadoop. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger que 3 millions de lignes entre les systèmes. On va déléguer à nouveau l'agrégation et activer le machine parallel processing sur le cluster Hadoop, et on va récupérer le résultat final complètement agrégé avec 3 millions de lignes agrégées. Donc, au total, on aura déplacé 6 millions de lignes au travers du réseau contre 593 millions, mais surtout, on aura tiré meilleure partie des capacités de traitement et de processing de ces sources de données. Et donc, si on regarde un petit peu les temps de traitement, une infrastructure de fédération lambda aurait donné un résultat en une dizaine de minutes. Avec un cluster Hadoop, on aurait pu déplacer les données qu'on aurait voulu traiter sur du data warehouse vers le cluster Hadoop. Donc, on aurait dépassé 293 millions de lignes, et en NPP, le cluster aurait donné un résultat en 4 minutes. Denodo, juste en appliquant nos algorithmes de réécriture des requêtes, est capable, en déléguant les agrégations aux sources, d'avoir un résultat en moins d'une minute. Et si en plus on active le machine parallel processing, on a un résultat en une dizaine de secondes. Donc on est quasiment en temps réel sur un data lake et sur un data warehouse dans des cas d'usage fédérés. En plus de ça, Denodo implémente dans sa nouvelle version aussi ce qu'on appelle du smart caching. Donc, en fait, c'est la possibilité de maintenir des agrégats précalculés. Donc, généralement, la moyenne des ventes par client, par région, sont des agrégats qu'on retrouve assez souvent, et c'est des concepts qu'on va retrouver dans des outils tels que BO, ou MicroStrategy, ou des moteurs OLAP, qui sont d'être capables de dire, on prend une requête, et si on nous demande un calcul sur un agrégat, et on va pouvoir permuter sur l'agrégat qui est précalculé, donc une sorte de cache précalculé pour faire des requêtes à la demande et accélérer encore les requêtes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Denodo, c'est vraiment cet outil qui va vous permettre d'accéder à toutes vos sources de données, où qu'elles soient, d'exposer un moteur d'exécution des requêtes et d'optimisation de ces requêtes, et de livrer aux consommateurs, que ce soit des business analysts, des data scientists, des applications ou des systèmes externes.
Donc, Denodo, c'est une plateforme, c'est 20 ans de R&D pour mettre à disposition une plateforme qui va servir d'abord les développeurs de modèles de données virtuels. Donc, en fait, le concept dans Denodo, c'est qu'on crée une base de données virtuelle ou des bases de données virtuelles. Donc, on va créer un modèle de données qui va d'abord commencer par se connecter à nos sources. Et puis, sur ces sources-là, on va créer des tables et puis on va créer des vues jusqu'à créer des vues métiers avec des transformations et même créer ce qu'on appelle des interfaces, donc une sorte de contrat de consommation de la donnée pour les systèmes ou les utilisateurs qui vont consommer cette donnée, ce qui va nous permettre ensuite, si on veut changer les sources de données, juste de dépluguer les interfaces et de repluguer ces interfaces sur d'autres vues qui vont livrer le même modèle de données. Donc ça, on a d'abord un outil qui est le Design Studio, qui est un outil de développement tel qu'un SQL développeur, qui est complètement livré au travers d'interfaces web maintenant, donc il n'y a même plus besoin d'installer de clients de développement. Ensuite, on a un outil de gestion des différents environnements. Donc, l'environnement des nodos est géré par ce qu'on appelle le Solution Manager, qui est une plateforme qui va vous permettre de déployer vos environnements de développement, de pré-production, de production, que ce soit on-premise ou dans le cloud. On va déployer automatiquement des nœuds, des nodos en utilisant l'API AWS ou Azure, par exemple, ou dans des nœuds Kubernetes. Donc, on a cet outil-là qui est le Solution Manager, qui fait partie de la plateforme pour gérer nos différents environnements. On a un scheduler qui va vous permettre aussi de maintenir votre cache, de mettre en place des processus de traitement sur votre modèle virtuel. Et on a un monitoring tool qui va vous permettre de regarder le niveau de santé de vos différentes sources, de vos différentes requêtes, d'optimiser les requêtes, de gérer le nombre d'appels ou le timeout en fonction du consommateur et de prioriser les requêtes. Ensuite, pour les business users et les business analysts, on a ce qu'on appelle le data catalog, qui est finalement notre vue métier des modèles de données qui sont implémentés dans la plateforme. Donc, le business analyst va pouvoir se connecter au travers d'une interface web et introspecter les sources qui sont à leur disposition et automatiquement découvrir les sources qu'ils vont pouvoir consommer et au travers de vues métiers. On a un accès SQL, comme je disais, au travers d'interfaces JDBC, ODBC ou au travers de connecteurs natifs dans les outils BI. Pour les data scientists, ils ont aussi accès au data catalog et on distribue aussi un notebook qui est un notebook Zeppelin qui permet aux data scientists finalement, au travers de notre notebook, au travers d'un single sign-on entre les différents outils, de ne se connecter qu'à un seul notebook qui leur donne accès à toutes les sources de données qu'ils pourraient traiter directement via la plateforme des nodos. Et ensuite, pour les applications, l'intégration entre les différentes applications, on a l'interface API qui va permettre d'exposer des web services, des API REST-JSON, on expose nativement nos données en GraphQL aussi. Donc, voilà, la plateforme des nodos, c'est vraiment cette capacité à se connecter à n'importe quelle source de données, que ce soit des données sur des bases de données relationnelles, des fichiers plaques qui n'ont pas de capacité de processing, des données en streaming. Si on n'a pas de connecteur, on fournit un SDK et très rapidement, en quelques heures, on peut développer ce qu'on appelle un custom wrapper. Donc, c'est son propre connecteur sur une source de données très spécifique. Par exemple, la Commission européenne, qui est un de nos clients, avait besoin de se connecter sur un registre de blockchain Ethereum. Et en une demi-journée, ils ont créé un connecteur pour se connecter sur l'API Ethereum et exposer le registre. Donc, c'est vraiment cette capacité à se connecter. Ensuite, cette vision de se dire, bon, on crée un modèle, on gère la sécurité de la donnée de façon centralisée, on fait les choses une fois et bien, et on va permettre de livrer cette donnée au travers d'interfaces requêtables, au travers des data services et au travers d'un data catalogue. Ça, c'est l'architecture de référence de Denodo. On a été identifié comme leader dans le cadran magique du Gartner 2020, dans le cadran magique de la data integration et des outils de data intégration. Et ce qu'il faut bien voir dans ce cadran, c'est que tous les autres acteurs, et notamment ceux qui sont identifiés comme leaders, sont leaders, mais avec des technologies qui sont autres que les technologies de data virtualisation. Moi, j'ai souvent tendance à dire que on a tous un dieu qui est la donnée, et ensuite il y a différentes façons de pratiquer différentes religions, et une des religions peut être l'ETL,
peut être l'ESB et la virtualisation de données est aussi une façon d'accéder à ses sources, à sa donnée. Et en fait, nous, on est les seuls, en étant un pure player de l'ADV, qui sommes positionnés comme leader dans ce cadran magique. Donc, en conclusion, la virtualisation de données, qu'est-ce que ça apporte et des nodos, qu'est-ce qu'on apporte? D'abord, on permet de livrer et de mettre à disposition de la donnée sans transiger sur la performance et en temps réel pour pouvoir décorréler finalement les architectures de stockage et de persistance de la donnée de la consommation pour pouvoir activer des activités de self-service et de diversifier finalement, de partager la donnée avec les consommateurs, avec les utilisateurs, tout en réduisant les coûts IT, puisqu'en fait, on ne demande pas d'investir dans des plateformes supplémentaires en termes de processing. En fait, ce que Denodo permet de faire, c'est que Denodo permet de tirer meilleure partie des investissements qui ont déjà été faits sur les sources de données, telles que les data lakes, telles que les data warehouse. Donc, on devient un consommateur et un utilisateur intelligent de ces sources-là. Et puis, sur les sources qui n'ont pas de capacité de processing, on va être en mesure d'en apporter et d'accélérer le processing sur ces sources-là. Et comme on ne fait aucune réplication de données, comme on gère la sécurité de façon centralisée, on va aussi permettre à nos clients de répondre à des problèmes réglementaires, des problèmes de sécurité, de gestion de l'accès à la donnée, d'audit, qui sont plus difficiles de gérer lorsqu'on réplique de la donnée, lorsqu'on recrée des silos, lorsque on migre des données dans le cloud, par exemple. Parfois, des migrations de données dans le cloud ne peuvent pas se faire parce qu'il y a de la donnée sensible, on veut rester souverain, on ne va pas vouloir la migrer, donc on va devoir garder une partie de la donnée on-premise. Avec la virtualisation de données, on va être en mesure de garder les données confidentielles on-premise et de mettre dans le cloud les données publiques et de pouvoir, grâce à la plateforme de virtualisation de données, refaire la jointure et exposer ces données aux consommateurs. Voilà, c'est en 25 minutes un résumé rapide de ce qu'est les nodos, la virtualisation de données et quel est notre domaine d'expertise. Et Adonis, je te repasse la main. Ça marche. Merci Vincent. Alors, on peut en faire une conclusion de mon côté et voir en quelque sorte un peu plus concrètement, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data virtualisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec des nodos. Alors ici, donc vous avez plein de, de, de domaines, etc., dans lesquels vous pouvez appliquer la data virtualisation. Donc on peut s'imaginer certains use cases par rapport à certains cas. Alors, par exemple, si on prend, disons, la data gouvernance, un exemple parmi tant d'autres, on pourrait imaginer que la data virtualisation et des nodos, c'est quelque chose d'efficace pour gérer le RGPD, pour gérer, on va dire, être en accord avec le RGPD au niveau des sujets récents. En quoi ça peut aider à gérer le RGPD? Alors, on pourrait imaginer par exemple que la data virtualisation de ce côté-là, elle va permettre d'avoir déjà une vue globale sur l'ensemble de notre patrimoine de données pour avoir du coup plus de contrôle sur notre infrastructure. Elle va permettre de connecter toutes les sources que l'on a afin de les rendre accessibles. Et du coup, grâce au fait qu'on a une seule vue, on va pouvoir appliquer du data lineage directement avec des nodos par exemple, c'est-à-dire donc avoir une vue globale de notre cycle de vie des données et donc être dans la capacité de traquer nos changements, de voir tous les changements qui sont effectués au fur et à mesure. Si on passe par exemple sur un use case au niveau du data service de manière générale, on pourrait imaginer donc par exemple dans le data service d'une entreprise, c'est important parfois, même souvent, d'avoir différentes couches d'accès pour chacun des utilisateurs, pour chacun des développeurs.
Donc, par exemple, on pourrait s'imaginer une équipe de développement qui aurait chacun accès à une couche de données spécifique et seulement à celle-ci pour justement éviter parfois l'accès à des données personnelles, mais aussi leur éviter de mal interpréter des données si jamais ils voient l'ensemble des données, ça peut être parfois justement confus pour eux. Si on part du côté de la BI et de l'analytics de manière générale, tout simplement, on peut imaginer la data virtualisation comme une sorte de couche sémantique au-dessus du data warehouse, hem et du coup qui permettrait l'intégration en soi d'outils BI à partir de données multiples, de publier ces données. Par exemple, mettre ça sur des outils de data viz, et cetera, et cetera. Un autre cas d'usage, on pourrait penser par exemple à l'IoT. L'IoT, de manière générale, il faut penser que c'est des mesures qui sont relativement simples, puisqu'en IoT, on a surtout des mesures en termes de données, et c'est souvent bien de rajouter du contexte derrière ces données. Donc, ce qu'on va pouvoir faire avec des outils de data virtualisation, c'est en combinant justement une base de données assez données IoT, on va pouvoir ajouter du contexte derrière ces données et du coup ajouter de l'information par rapport à ces données. Et enfin, si je tacle un dernier sujet comme le cloud par exemple, donc le cloud, on pourrait s'imaginer un cas d'usage avec des outils SaaS par exemple. Les outils SaaS en général, c'est des outils sur lesquels il faut créer des comptes. On peut avoir on peut, en fonction du nombre d'employés qu'on a, ça peut demander des dizaines, des centaines, voire des milliers de comptes sur un outil SaaS. Alors que ce qu'on peut faire avec un outil de data virtualisation, c'est qu'on va pouvoir faire des comptes seulement pour les personnes vraiment pour lesquelles c'est importante, et grâce à l'outil de data virtualisation, récupérer les données de l'outil SaaS, faire une vue globale pour l'ensemble de ces utilisateurs et du coup éviter de devoir créer des comptes pour tous ces employés. Est-ce Euh, que, Adonis, moi, je voulais justement rebondir là sur l'outil SaaS. C'est très intéressant ouais. ce que tu dis. Et en fait, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que, par exemple, on prend l'exemple de Salesforce. Denodo, c'est déléguer aussi l'accès de l'utilisateur à l'outil SaaS. On fait ce qu'on appelle du pass-through, donc on passe Mhm, les critères d'authentification à la source, mais surtout ce qu'on sait, c'est que par exemple un Salesforce facture au nombre d'appels d'API, et mhm. donc typiquement pour minimiser les coûts, c'est important de ne pas redemander systématiquement les mêmes données, surtout si elles n'ont pas été mises à jour. Et Denodo va permettre de gérer ce cache et de ne rappeler que les données qui ont été modifiées. Et donc, d'une part, de gérer le nombre de comptes qu'on va ouvrir chez le fournisseur d'accès d'API à l'API tel que Salesforce, par exemple, mais aussi de minimiser le nombre d'appels API pour ne rappeler que les données qui ont été modifiées. Donc c'est très important parce que finalement, ça va permettre de baisser la facture sous les deux axes, le nombre d'appels et le nombre de comptes. Effectivement, ouais, c'est à ce genre de cas que je pensais, ouais, donc c'est clairement très axé pour réduire la facture, comme tu dis. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est très intéressant. Et pour finir, donc sur un dernier cas d'usage cloud que j'ai moi-même pu croiser, euh, ça pourrait être par exemple dans le cas d'une migration de données. On pourrait penser, c'est des sujets qui sont relativement courants aujourd'hui, où on veut par exemple passer de nos données on-premise à une migration du coup sur le cloud. Souvent, quand on commence à avoir un patrimoine de données qui est relativement conséquent, la migration c'est quelque chose qui va demander du temps. On peut parler de plusieurs mois, voire parfois 1 an, 2 ans pour que la migration complète se fasse sans problème. Donc, et le plus important, c'est que pendant cette migration, il faut que les services continuent.
il faut que tout le monde puisse continuer à faire ce qu'il devait faire sur les données, travailler sur les données, etc. C'est là qu'un outil de data virtualisation peut intervenir, puisque vu que on peut généralement se connecter sur un très grand nombre de sources de données, y compris de l'on-premise, y compris du cloud, on va pouvoir en même temps ramener les données on-premise et cloud sur une seule vue. Et du coup, ça va permettre la continuité des services pendant la migration, parce que en soi, ce qui va se passer, c'est que pour les personnes qui travaillent pendant toute la durée de la migration, ils verront toujours les données sur une seule vue, et comme si la migration ne se passait pas vraiment derrière. Enfin, ils verront en gros que les choses se passent normalement et qu'il y a pas de perte au niveau de leurs données. Ils seront pas dans l'incapacité de travailler dessus. Voilà, donc pour conclure, pour faire ma petite conclusion personnelle sur la data virtualisation, donc moi je vois ça vraiment comme une technologie horizontale, c'est-à-dire que c'est une technologie en fait qui va permettre de cibler beaucoup de domaines, différents utilisateurs, différentes industries. Donc évidemment le but principal de cet outil-là, comme vous l'avez bien compris je pense, c'est d'accéder efficacement à ces données. Généralement, c'est accompagné de services qui sont relativement primordiaux aujourd'hui, j'ai envie de dire, surtout pour la data virtualisation, comme par exemple tout ce qui va concerner le data lineage, le data catalog, etc., etc. Euh, Évidemment, ce qui est très important, c'est que ces outils-là, comme des nodos, c'est des outils qui peuvent se connecter à énormément de solutions. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se connecter à des solutions qui sont à des technologies d'aujourd'hui, mais ils sont aussi capables de se connecter à des technologies d'hier. Donc si on est effectivement dans un cas où on est plutôt sur pas forcément des vieilles technologies, mais qu'on a des bases de données qui sont un peu plus vieilles, qu'on a construit notre patrimoine de données au fur et à mesure des années avec certaines bases de données, l'intérêt d'un outil comme Denodo, c'est justement de pouvoir se plug relativement facilement directement avec ces outils et en quelque sorte de mettre à jour notre architecture de données avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, donc merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à consulter les documents qui sont présents dans GoToWebinar. On a mis des documents à distribuer. Vous avez des brochures et e-books sur le sujet pour aller un peu plus loin. Et vous y retrouverez aussi la présentation en PDF de ce webinaire. Alors, est-ce qu'on prend des questions? Est-ce qu'on a des questions? Je regarde dans le chat, on n'a pas encore de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Si j'ai une question, quel type d'API supportez-vous? Donc en fait, en termes d'API, nativement, on expose donc des web services, on expose du REST JSON. C'est-à-dire qu'une vue, dès qu'elle est disponible dans des nodos, elle est accessible au travers d'une interface Open Data 4. On expose aussi des données en GraphQL. Donc, on va permettre des appels GraphQL qui consistent à créer une requête au travers de l'API et à définir ce qu'on veut mettre à disposition. Donc, voilà, et ça se fait en quelques clics. Alors ensuite, Denodo peut-il se substituer à un data warehouse? Ben oui, 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 tout à fait. En fait, le positionnement de Denodo, c'est le positionnement de ce qu'on appelle le logical data warehouse. Donc, Denodo va pas amener le traitement ou le processing d'un data warehouse, comme je disais. La plupart du temps, on va s'appuyer sur des sources, donc notamment sur un data warehouse physique, mais on va permettre de consommer de la donnée fraîche en temps réel qui ne serait pas dans la data warehouse. C'est cette notion d'architecture, de se dire voilà, plutôt que de tout remettre dans un data lake ou dans un plus gros data warehouse, on va
accéder au référentiel de données, au MDM, directement. On va accéder au data warehouse, on va accéder aux données qui sont dans le cloud. Donc, le positionnement des données, c'est ce concept de logical data warehouse, de logical data lake, qui donne un accès à toutes ces données, où qu'elles soient, au travers d'outils de BI, ensuite, on va se connecter à des nœuds. Alors, je vois une autre question pour avoir une technique et un use case. Sur le use case, oui, avec plaisir. On peut organiser un autre webinar avec une démo de Denodo. On peut faire ça. Denodo peut-il être déployé en prémisse? Oui, alors oui, tout à fait. À la base, on était déployé uniquement en prémisse. Aujourd'hui, Denodo est tout à fait déployable en prémisse, est déployable dans des conteneurs, est déployable dans le cloud. On est sur le marketplace AWS, Azure, GCP. Et donc, oui, tout à fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que votre question? Le cache des données peut certainement devenir énorme en fonction des sources. Alors, effectivement, le cache peut devenir énorme, mais tout l'objectif, c'est pas de recréer un data lake ou un data warehouse. Donc, ce qu'on a vocation à mettre dans le cache ne sont que les données qui sont pas qui bougent peu ou pour lesquelles on n'a pas de capacité de traitement sur les sources. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est pas d'utiliser Denodo pour créer un data lake, mais c'est d'utiliser Denodo pour accélérer les différentes sources de données. Peut-être que Adonis, tu as des retours d'expérience là-dessus ou voilà. Alors après, je vois il y a de plus en plus de questions qui arrivent et j'ai du mal à les lire dans la fenêtre. Après. Alors j'ai une question sur les données historisées depuis les sources opérationnelles. Donc, comme je disais, Denodo ne gère pas d'historique. L'historique va rester sur les sources. Donc, si la question, c'est savoir comment rejouer les requêtes et comment faire pour garder finalement le résultat des requêtes, typiquement, on va mettre en place des architectures et c'est là où les intégrateurs peuvent vous assister comme Kyrus et on va mettre en place des stratégies de mise en cache des requêtes. Donc, on voit souvent ces besoins-là, notamment dans le domaine bancaire où on veut être en mesure de savoir sur quel type de requête, sur quel jeu de données des rapports ont été publiés. Donc, nativement, nous, on a vocation à prendre des requêtes ad hoc et en temps réel à déléguer ces requêtes. Donc, on ne trace pas, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenir un cache dans Denodo. Voilà. Après, je vois beaucoup de questions. Je pense que ce qu'on pourra faire, c'est peut-être les prendre par écrit on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions pendant le webinaire. Donc, je vais arrêter là et je vous remercie pour votre attention et le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui.